Très bien. Bien, bonjour, bonjour à nouveau à tout le monde. Merci d'être présent pour ce webinaire, un des premiers organisés par Alima. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir le docteur Richard Causan, qui est président d'Alima. Merci Richard d'être avec nous. Et Augustin Augier, qui est le directeur général. Donc, on est tous à distance. Donc moi-même, je suis Guillaume Leduc, directeur du développement. Donc, on va procéder en prenant les différentes questions qui nous ont été posées. On va essayer de traiter les différents thèmes. Évidemment, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce qu'il y en a eu beaucoup, mais on a environ une petite heure pour échanger. Vous pouvez aussi visionner ce webinaire sur le Facebook Live d'Alima et on va essayer de récupérer les questions en même temps. Pour les utilisateurs de Zoom, vous pouvez aussi poser des questions et converser avec nous sur le chat. Merci beaucoup. Première question pour Augustin. Une des questions qui nous a été posée en amont, c'était d'avoir un premier bilan sur la situation épidémique, où on en est où sur la propagation du virus en Afrique. Oui, bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs sources de chiffres, mais on est à peu près, on a passé la barre des 10 000 cas sur le continent africain. La quasi-totalité des pays ont confirmé des cas de Covid-19. Il y a plusieurs spécificités sur cette épidémie en Afrique. La première, c'est que les premiers cas sont décalés par rapport au reste du monde, aux autres continents, d'à peu près 4 à 6 semaines. Donc, on est sur des courbes qui ont un retard de 4 à 6 semaines, ce qui laisse le temps de se préparer et d'appréhender. La question, c'est est-ce que ça va se passer en Afrique comme ça s'est passé dans le reste du monde, oui, tout à fait. avec deux spécificités que les gens ont dans la tête. La première, c'est est-ce que le climat va changer le mode de transmission? Pour le moment, scientifiquement, rien ne démontre que ce serait le cas. Ce serait une bonne nouvelle, mais ce serait optimiste de le penser, et on doit se préparer comme si ça n'allait pas être le cas. Et la deuxième question qui se pose beaucoup, c'est démographiquement, le fait que le continent africain soit un continent beaucoup plus jeune que le reste du monde, est-ce que ça aura un impact sur cette épidémie? On peut s'y attendre, notamment quand on voit que la proportion de plus de 75 ans et plus de 65 ans dans le reste du monde. En Afrique, c'est une catégorie moins importante de l'ensemble de la population. Pour autant, en France, par exemple, plus de 35% des gens hospitalisés ont moins de 60 ans. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des cas sévères chez les moins de 60 ans. Et c'est là que ça va être un challenge important pour le continent africain. Je pense qu'on en reparlera. Oui, très bien. Merci pour cette réponse. Du coup, peut-être, docteur Richard Causan, vous pouvez nous expliquer, on a eu quelques questions très, très simples pour introduire quand même cette discussion sur les différences entre le Covid-19, les pneumonies et les infections respiratoires aiguës et le SRAS. Est-ce que vous pouvez un peu essayer de poser un peu les bases un peu de la discussion de quelle maladie on parle avec Covid-19? Oui, Covid-19, c'est une infection virale. Hein. On sait aujourd'hui que les tropismes est beaucoup plus respiratoire, avec une expression clinique respiratoire. Pour beaucoup de patients, il n'y a pas d'expression clinique, on dit, il y a moins d'asymptomatique. Mais pour très peu de patients, en proportion 80% à peu près, hein, il y a très peu d'expression clinique. Alors, il y a 20% des patients pour lesquels l'expression clinique est bruyante. Pour faire la différence entre les pneumopathies d'une façon générale et les SRAS, il faut dire les SDRA. Les SDRA, c'est une complication qui survient beaucoup plus sur cette pathologie, le Covid-19. Et c'est assez dramatique, ces tableaux-là. Donc, en comparaison, le plus simplement, c'est les pneumopathies d'une façon générale. C'est une affection, une entité pathologique qui intéresse l'arbre pulmonaire. Ça peut être des affections des voies hautes ou des affections des voies basses. Mais pour le cas des Covid ici, c'est général. Hein. Il y en a qui ont des mal de gorge, il y en a qui... Donc, ça intéresse tout l'arbre respiratoire. Et l'expression peut être minime sans nécessairement déboucher sur un syndrome de détresse respiratoire. Alors, les SRA, qui est une complication assez spécifique, ces éléments de définition sont cliniques et paracliniques. On a une hypoxémie d'installation brutale et qui s'accompagne d'une baisse de la compliance pulmonaire
Et dans tout ça, il faut ajouter les éléments de définition paraclinique pour avoir vraiment une définition du syndrome de détresse respiratoire. C'est l'activité, la pompe cardiaque droite qui reste tout à fait indemne. Et dans les complications, dans les formes les plus sévères des SDRA, on a l'hypertension pulmonaire. Donc voilà un peu c'est assez dramatique le tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë, les SDRA, versus les pneumopathies qui, pour la plupart, pour la majorité des patients sur Covid, sont bénignes. D'accord. Justement, pour parler un peu des cas graves et des préoccupations, Augustin, on a vu des questions sur des estimations sur les taux de mortalité. Alors, on sait qu'il n'y a pas de boule de cristal, mais selon vous, pourquoi est-ce que le taux de mortalité risque d'être plus élevé en Afrique qu'ailleurs? Quelles sont les estimations qu'on peut faire actuellement? Il y a peu de modèles vraiment très spécifiques à l'Afrique. Il y a l'Imperial College qui fait un peu la référence sur la modélisation pour le moment sur cette épidémie. Il y en a d'autres qui estiment que la mortalité par habitant ne sera pas nécessairement plus élevée en Afrique, mais ils disent eux-mêmes dans le modèle qu'ils ne savent pas du tout, notamment parce qu'on n'arrive pas à savoir quelle est la capacité de prise en charge réelle dans le pays. On l'a vu sur l'épidémie, notamment en Chine, 15% des patients ont besoin d'être hospitalisés, 5% ont besoin de soins critiques. Donc pour ces 5%, ça veut dire qu'il faut les intuber, ventilés. On a tous entendu parler de ça. On estime dans les pays dans lesquels Alima travaille, dans les 12 pays en Afrique subsaharienne, dans aucun pays, il y a plus de 100 lits disponibles de réanimation. C'est le plus souvent 10, 20, 30, 40 lits dans les capitales quasi exclusivement et pas ailleurs. On voit bien que pour 5% des patients, ça va être très compliqué. Pour les 15% qui ont besoin d'hospitalisation, là aussi, on a de grandes inquiétudes sur la capacité globale de prise en charge parce qu'il faut des lits d'hospitalisation, du matériel de protection pour le personnel, du personnel formé, de l'oxygène, des médicaments. Autant de choses qu'on n'aura probablement pas dans ces proportions-là si jamais on a des taux d'attaque comparables à ce qu'on a pu avoir dans le reste du monde. Ce pourquoi on s'inquiète d'une mortalité potentiellement beaucoup plus élevée, parce que les patients qu'on arrive à sauver à l'hôpital ailleurs dans le reste du monde, on risque d'avoir du mal à les hospitaliser, donc à les sauver en Afrique. Pas dans les pays les plus fragiles en tout cas. D'accord. Et justement, pour avoir cette distinction un petit peu par pays, parce qu'on sait que la situation va être très différente, quels sont les pays les plus touchés actuellement? C'est une questions qui nous revient aussi. Pour le moment, c'est les pays d'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Donc, c'est des pays qui sont mieux armés pour faire face à cette épidémie d'un point de vue du système de santé et de la capacité de l'État à mettre en place des politiques de santé publique. Pour autant, ça va assez vite. L'autre problème qu'on va avoir dans les pays les plus fragiles, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre, là où Alima travaille essentiellement, ça va être de voir ce qui se passe parce qu'il y a finalement très peu de tests. Les disponibilités, les capacités de tests sont limitées à quelques dizaines, 100, 150 par jour. Donc, il y a probablement beaucoup plus de cas aujourd'hui qu'on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de tests et que les gens n'ont pas le réflexe d'aller à l'hôpital lorsqu'ils sont malades. D'accord. Et justement, ça fait le lien avec la question justement qu'on se posait, que certains de nos auditeurs nous ont posé, Dr Richard. C'est comment est-ce qu'on fait le diagnostic justement et quels sont les différents outils à disposition actuellement pour poser le diagnostic? Oui, les diagnostics, les outils des diagnostics sont encore lourds comparativement à ce qu'on voudrait sur cette pandémie, c'est-à-dire de disposer des outils assez légers, très genre tests rapides, vous savez, au plus proche des populations. Parce que comme je disais, il y a plus de, il se pourrait qu'il y ait un grand nombre de patients qui soient asymptomatiques et qui sont donc porteurs des virus. Donc, quand on se dit c'est lourd, c'est par rapport à ce qu'on souhaiterait avoir, genre TDR, type TDR, pour pouvoir faire très rapidement des tests patients, des populations. C'est la PCR tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est la PCR pour ceux qui ne connaissent pas? On peut expliquer simplement? C'est disons que c'est la biologie moléculaire. On fait de la biologie moléculaire sur. Donc c'est assez pointu en fait. Oui, c'est pointu. Ouais. D'accord. Et du coup, quand vous dites un TDR, qu'est-ce que ça veut dire? Ça serait quoi la différence entre une PCR? On s'entendrait à avoir, je dis TDR, c'est dans un langage un peu beaucoup plus simple, un test rapide pour pouvoir
mettre au point un diagnostic et faciliter tout l'opérationnel médical derrière. Tu vois. Aujourd'hui, avec le gap d'un tel outil, c'est tout le challenge aujourd'hui de pouvoir faire le tri rapidement et de cerner et d'isoler les patients qui sont ou les populations qui sont porteurs du virus. Ce qui fait que ça aura un impact réel pour pouvoir contrôler les flux du virus. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Une question qui nous vient là sur le live de Zoom, donc on va les prendre aussi en direct de Benson, qu'on salue d'ailleurs. Est-il possible d'avoir des éléments en chiffres sur le Sénégal, le Cameroun et le Burkina Faso et pour voir aussi pour voir quelles sont les opérations de prise en charge à mettre en place? Augustin, peut-être une question pour toi. Oui, on est à plus de 500 cas dans chacun des pays avec un doublement. Ça dépend des pays, tous les 4 à 7 jours en fonction des pays sur les dernières périodes. Donc on voit bien, on est vraiment au démarrage de la courbe, hein, comme on l'a vu ailleurs. Donc là, il faut mettre en œuvre, comme partout ailleurs, parce que on parle souvent de pays plus touchés que d'autres en Afrique. L'analyse qu'on a, c'est plutôt de dire qu'il y a des pays qui sont touchés plus ou moins tôt aujourd'hui en Afrique. Mais on ne voit pas de raison de ne pas voir des courbes équivalentes comme on l'a vu dans la plupart des pays du reste du monde. C'est juste que le virus est arrivé un peu plus tôt, donc on est en avance sur les 1000 premiers cas et les 10 000 premiers cas, comme ça a été bien modélisé. D'accord. Et justement, pendant qu'on en parle, parce qu'il y a des situations très différentes là, qui se voient, on voit le Sénégal, un pays stable, et le Burkina, un pays qui est un conflit interne. Est-ce que tu peux décrire les différences entre les deux situations au niveau humanitaire? Parce qu'on est déjà sur des situations très différentes avant le coronavirus. Mais il y a vraiment deux principales questions dans n'importe quelle épidémie, et en particulier dans celle-là. La première, c'est comment on arrive à baisser l'incidence de l'épidémie, à faire en sorte qu'il y ait moins de cas, et qu'ils arrivent moins vite. Et la seconde, comment on arrive à baisser la mortalité au sein de l'épidémie, donc à soigner les gens malades. Sur ces deux questions, il y a des inégalités énormes entre les pays du monde, évidemment. Sur la première, comment on arrive à baisser cette épidémie, on a tous entendu la question de la distanciation sociale, du confinement, la question a encore été posée là. Et on voit bien qu'il y a des pays au sein du continent africain qui ont les moyens de confiner la population parce qu'ils peuvent mettre en place des filets sociaux. Il y a des choses, par exemple, qui ont été faites en Afrique du Sud, il y a des choses qui ont été faites au Rwanda, où ils ont imposé le confinement en apportant quand même des vivres ou des ressources aux populations les plus vulnérables pour qu'elles puissent supporter ce confinement. Il y a d'autres pays où on voit bien que ça va être beaucoup plus difficile, notamment les pays très touchés par des crises humanitaires, avec des États plus fragiles. On pense à la République centrafricaine, au Soudan du Sud, dans lequel le confinement semble absolument pas réaliste, tout comme le confinement à long terme dans des grandes villes. Donc ça, c'est une différence entre deux types d'États. Et puis, il y a la différence aussi sur la prise en charge. Donc, pour baisser la mortalité, il y a des ratios, par exemple, de nombre de médecins par habitant qui sont très différents au sein du continent, avec des ratios comme au Burkina, où on a un médecin pour 15 000 habitants et 0,3 lits d'hospitalisation pour 1000 habitants, alors qu'on va en avoir 3 à 4 fois plus au Sénégal. Donc, même sur une distance proche, et des pays qu'on pense proches, il y a des systèmes de santé vraiment très différents. Du coup, on a répondu à une des questions qui étaient posées sur le Zoom, qui était de Diviso sur le meilleur moyen de… On peut peut-être en toucher, mais la question est un peu différente. Sur le contexte africain, quel serait, et je vais garder cette question pour toi, Augustin, quel serait le meilleur moyen de confinement de ces citoyens pour faire face au coronavirus? Je pense qu'il faut adapter les stratégies à chaque pays et aux contraintes réelles de la population. Faire un confinement strict, comme c'est fait, par exemple, dans un certain nombre de pays européens, ça semble pas réaliste partout, sauf à mettre en place des politiques de filets sociaux, donc en envoyant du cash par téléphone, grosso modo, à des très larges échelles. Donc ça, c'est envisageable. Il y a des outils existent. Il faut une volonté politique des États et une solidarité internationale pour payer ça. Et à défaut de pouvoir mettre ça en place, il faut discuter avec les populations, faire de la sensibilisation, ce qu'on a pu apprendre sur Ebola, qui est une appropriation de la riposte par les communautés, que les gens comprennent les enjeux, se les approprient et mettent en œuvre des procédures, des politiques de distanciation sociale qui soient adaptées à leurs contraintes. Ça ne permettra pas forcément de totalement étouffer l'épidémie, mais ça permettra au moins de ralentir et son intensité et sa vitesse de transmission. D'accord. Très bien. On a répondu du coup à la question d'un de nos spectateurs anonymes aussi en même temps. Richard, je voulais revenir sur une des questions qu'on a
aborder, encore une fois, je suis sur le direct, il y a beaucoup de questions. Mais que valent les tests rapides qui sont actuellement existants? Tu en as parlé un tout petit peu. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'on a vraiment un test rapide fiable actuellement ou c'est encore trop tôt? Il faut dire qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment, hein, parce que les diagnostics, c'est un challenge. Tout, on est sur une pathologie tout à fait nouvelle et l'état de connaissance, l'état de nos connaissances est, est comme tout d'ailleurs en retard par rapport à ces virus. Donc il y a des travaux en ce moment que ce soit sur les traitements, les vaccins, les moyens diagnostiques, l'épidémio même de la connaissance d'origine exacte de la maladie. Il y a plein d'études en ce moment. Après, sur les tests rapides, là aussi, il y a beaucoup d'études hein, là-dessus. Et nous sommes à l'affût de l'aboutissement de ces études et de leur certification, de la certification Donc, actuellement, il n'y a rien de fiable, en tout cas, on peut le dire, sur les tests rapides, on est d'accord. des, des, spécifiques, des sensibles approuvés, certifiés par l'OMS, pas encore. Okay, pas encore, d'accord. On attend ça avec impatience, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites. Richard, il y a une autre question d'Hervé Pépin qui nous remercie pour ce webinaire, on le remercie aussi. Il parle du CUBE, donc la chambre d'urgence biosécurisée qui a été inventée par Alima, pour traiter, isoler les patients d'Ebola. Est-ce que ce type d'innovation peut s'adapter à la crise du Covid? Et en quoi pourrait-il venir en support des systèmes de santé en Afrique? Tout à fait. Cet outil peut s'adapter bien dans les contextes actuels de Covid. Hein. Et comme nous l'avons déjà communiqué, comme on a déjà communiqué plusieurs fois là-dessus, c'est un outil qui va faciliter pour beaucoup les monitorings déjà des patients. Hein. Vous savez, les complications sévères de cette maladie, les patients ils viennent dans le tableau des SDRA. Et comme vous savez, la prise en charge des SDRA, c'est un support à la ventilation. Un support à la ventilation, ça nécessite un monitoring très suivi. Et pour certains des structures que j'ai visitées de prise en charge Covid en Afrique aujourd'hui, les patients, une fois qu'ils passent dans la zone rouge, hein, peu importe que ce soit dans des CHU, à partir du moment où le patient passe dans la zone rouge, son monitoring devient très, très limite. Et donc, le CUBE, oui, trouverait toute son indication dans les contextes actuels de Covid-19. Super, merci beaucoup, Richard. Et du coup, Augustin, une question pour toi sur le CUBE. Est-ce que c'est prévu d'être déployé dans certaines zones ou est-ce qu'on en est actuellement au niveau opérationnel? Oui, on va en déployer. Les difficultés du cube, c'est la chaîne de production et le temps de production. À la base, on avait pensé pour Ebola. Et Ebola, c'est une mortalité beaucoup plus forte que le Covid, mais c'est beaucoup moins de cas. Donc, on n'avait pas imaginé qu'il fallait en produire des centaines, voire des milliers en très peu de temps. Donc, on est en train d'accélérer, de doubler la chaîne de production avec l'industriel français qui fait ça. Et ça devrait arriver à la fin du mois d'avril, normalement. Ok, super, merci beaucoup. J'enchaîne avec les questions à poursuivre. Donc, on a une question de Fanta Touré. Que pensez-vous de l'approche du blindage des groupes à haut risque, c'est la Green Zone, dans un contexte africain? Quelles seraient les limites de cette approche? Alors, Augustin, peut-être tu veux prendre ça aussi. Une des difficultés, c'est qu'on ne connaît pas encore l'épidémiologie de Covid-19 en Afrique et quelles sont les populations à haut risque. Donc, il y a évidemment les personnes âgées, il faut les protéger. Pour le reste, sur les comorbidités, dont on sait qu'elles sont des facteurs extrêmement aggravants pour certaines d'entre elles, et notamment le diabète, l'hypertension, les maladies coronariennes, c'est la plupart du temps, il faut protéger les gens dont on sait qu'ils les ont, mais ça ne suffira pas, parce que la plupart des gens, malheureusement, dans les pays dans lesquels on travaille, ne sont pas diagnostiqués et passent à côté de ces comorbidités. Donc oui, il faut mettre en place une protection de ceux dont on sait qu'ils sont les plus fragiles, mais il faut probablement aller un peu plus loin et avoir une distanciation sociale plus large pour arriver à avoir un impact sur l'épidémie. Ok. Et dans la même veine, un petit peu une question de Claude Maudo qui demande
dans les pays où Alima intervient, est-ce que les personnes touchées gravement sont aussi surtout les personnes âgées? Alors, est-ce qu'on a déjà des données là-dessus un peu? Euh, euh, les peu des patients que j'ai vus personnellement hein, sur Ouagadougou, c'est pareil, hein, ils ont les mêmes profils que ceux en Europe. C'est-à-dire des patients d'un certain âge et qui ont des antécédents médicaux. Et les profils, il est pareil qu'en Europe. En fait. Des patients vus en tableau compliqué. Les quelques patients que j'ai vus, je précise, hein, les quelques patients Oui, que j'ai c'est vus encore le en début. tableau compliqué étaient pareils à ceux en Europe et en Occident. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup. Évidemment, on a bien noté qu'on était au tout début encore là-dessus. Donc, sur la stratégie de riposte, un petit peu des questions qui nous ont beaucoup été posées en amont, Augustin, c'est de savoir qu'est-ce que fait Alima finalement actuellement, dans quel pays Alima intervient spécifiquement sur le Covid-19 et qu'est-ce qui se passe sur les autres projets réguliers, évidemment, qui sont nombreux. Ça fait beaucoup de questions là. Mais Pardon. sur qu'est-ce qu'on fait, ça a été une grande interrogation stratégiquement, où est-ce qu'on va avoir le plus d'impact. Quand on travaille sur les autres épidémies historiquement, que ce soit Ebola ou de la rougeole, on a toujours ce double pilier, c'est de baisser l'incidence et baisser la mortalité, donc faire de la prévention et faire du traitement. Là, on s'est beaucoup interrogé pour trouver des activités impactantes sur la prévention, compte tenu du type de courbe épidémique, on ne voit pas, nous, notre valeur ajoutée. Donc, la prévention, on se concentre sur faire de ce qu'on appelle de l'IPC, de la contrôle et prévention des infections, dans les structures qu'on appuie déjà à Lima. C'est quand même 400 centres de santé et 35 hôpitaux dans lesquels il faut former à nouveau le personnel, apporter du matériel de protection adapté, revoir les circuits de triage et faire beaucoup de formations pour s'assurer que n'expose ni nos patients, ni le personnel à Lima ou des ministères de la Santé dans ces structures aux infections Covid. Mais on s'arrêtera là pour la prévention parce qu'on va concentrer nos forces sur le traitement. Et là aussi, il y avait des questions stratégiques. Qui soigner finalement et comment? Parce que on est obligé de faire des choix face à la vague qui arrive. Donc, on se rend compte qu'on ne pourra probablement pas mettre à niveau et multiplier les capacités de réanimation. Donc, on ne va pas rentrer sur des soins pour les patients les plus critiques, ce qui est assez difficile. On va supporter les ministères de la Santé s'ils veulent le faire au travers du supply et un certain nombre de choses, mais pas le multiplier de façon gigantesque. En revanche, il y a quand même les 2 tiers, on pense au moins les 2 tiers des patients qui ont besoin d'hospitalisation sans réanimation. Et pour C'est une la grande question partie un peu d'entre eux, de Nortan tout à l'heure qu'on voit actuellement, Augustin, je ne sais pas si ouais, tu as vu, qu'est-ce euh, qui, sur la prise en charge des patients en ICU, donc en soins intensifs, en disant que c'est compliqué et qu'ils ont un mauvais pronostic. Même s'il dit qu'il pense qu'il faut le faire dans certains endroits, on sait qu'il y aura un mauvais pronostic pour certains des cas graves dont Richard parlait. Est-ce que Lima pense aussi faire des questions pardon, je t'ai un peu interrompu, donc je peux finir, mais non, mais c'est ça, c'est pense bien, faire des c'est questions en vraiment un des simultané. choix. C'est-à-dire qu'au sein des patients sévères, il faut vraiment faire 2 catégories de patients. Des patients critiques qui ont besoin de réanimation, d'être intubés, ventilés. Cela, ça va être très compliqué de mettre à l'échelle des infrastructures, d'avoir le personnel qualifié pour faire ça sur des échelles importantes. En revanche, encore une fois, il y a probablement au moins 2 tiers des patients qui ont juste besoin d'hospitalisation. C'est pas si simple déjà. Hein. C'est quand même de l'oxygène non invasif, donc des concentrateurs à oxygène ou des systèmes de bouteilles pour des grands nombres de lits à mettre en place, plus plein d'autres choses à faire médicalement. Et c'est sur cette population-là qu'on va se concentrer. Avec pour le moment, le plan, c'est de supporter les ministères de la Santé et de monter une capacité à peu près de 1000 lits dédiés à des cas Covid confirmés sévères, non critiques, dans pour le moment 6 pays qu'on a choisi par rapport à des priorités de capacité dans ces pays-là, de besoins. Donc, c'est le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, le Nigeria, la RDC et le Burkina Faso, dans lesquels on supporte le ministère pour monter des unités qui vont de 50 à 300 lits en fonction des pays, dédiés aux patients Covid sévères non critiques. D'accord, très bien. Merci pour ce point sur les opérations. Un des points qui est abordé, qui est soulevé par une question sur Zoom aussi, c'est est-ce que Alima a prévu, Richard, de renforcer les capacités aussi en réanimation dans les capitales Ouais. ou de proposer un soutien dans des zones moins bien dotées au niveau hospitalier et sanitaire? Comment on va faire cette arbitre? Oui, c'est un complément à ce qu'Augustin Augustin, mais... disait. Hein, on apporte quand même on apporte notre support hein,
aux officiels, à des universités avec lesquelles on travaille. Hein. Je pense ici, par exemple, au Burkina Faso, il y a d'autres pays dans lesquels on est et on va continuer à apporter des supports. On ne monte pas directement sur les soins très élaborés, comme disait Augustin, mais on soutient euh, ces experts universitaires dans les soins, dans la réponse aux besoins des patients. Après, au-delà de ces structures universitaires, là, c'est une vraie question. Hein, c'est-à-dire que les staffs qui vont être en support dans les hôpitaux, dans les milieux reculés. Je ne souhaite pas que Covid arrive euh, avec la même intensité et importance dans nos arrière-pays. Je ne les souhaite pas du tout. Mais si ça arrive et qu'il y a des patients qui arrivent en tableau très critique, euh, ben on travaille en partenariat avec des OMOH, on leur apportera notre support pour pouvoir répondre aux besoins des patients. Après, comme en médecine, hein, dans la pratique de la médecine, on fera toujours en sorte qu'aucun patient ne puisse finir sa course des soins dans la souffrance. Donc, on fera toujours en sorte que tous les patients souffrent le moins possible. D'accord. Merci beaucoup. On sait qu'on s'attend à beaucoup de défis avec cette nouvelle pandémie sur des pays qui sont déjà très touchés. Il y a notamment quelques questions spécifiques qui nous ont été posées, Augustin, pour savoir si à Lima était des questions, peut-être des réponses rapides. Hein. Êtes-vous présent au Niger dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ? Au Niger, pour moi, on se concentre sur la protection des structures dans lesquelles on travaille et pas sur la prise en charge elle-même du Covid. D'accord. Et au niveau de la RDC, on demande quel est le niveau de la préparation d'Alima en termes de prévention et de prise en charge au Nord Kivu, très spécifiquement à RDC. Et après, particulièrement, quelles seront les particularités d'une réponse Covid-19 en RDC? Bon, au Nord Kivu, on est évidemment mieux préparé qu'ailleurs puisqu'on sort d'une riposte à l'épidémie d'Ebola. Donc, on a eu jusqu'à 3 centres de traitement d'Ebola, beaucoup de matériel de protection, beaucoup de personnel formé à la biosécurité et à la prise en charge de maladies, enfin de pathologies compliquées. Donc, on est beaucoup plus près finalement qu'ailleurs. Il y a beaucoup de tests diagnostiques possibles puisqu'il y a des gènes experts qui avaient été déployés pour faire les tests Ebola qui peuvent être utilisés pour les tests Covid. Et on va voir si on appuie le ministère sur de la prise en charge aussi, ainsi qu'ailleurs peut-être dans le pays. C'est des discussions en cours avec le ministère de la Santé. Je continue un peu le tour des pays parce que chacun pose des questions. Et ce que fait Alima en Guinée-Conakry, ici pour le Covid-19 par exemple? Alors, en Guinée, on est aussi en train de discuter avec le ministère de la Santé pour les appuyer sur monter les capacités de prise en charge de patients Covid confirmés. Et sur la Guinée, on sait qu'il y avait eu aussi une grosse présence d'Alima pour la prise en charge d'Ebola. Aussi, on s'imagine que du coup, il y a aussi une certaine connaissance de comment gérer des pathologies compliquées avec des Il y a protocoles. une connaissance, il y a un ministère de la Santé très volontaire, et notamment avec une agence nationale de la NSS qui est dirigée par l'ancien patron de la riposte contre Ebola, qui est particulièrement actif et dynamique et qui met en place un plan de riposte qu'on tente d'appuyer dans la mesure de nos moyens. Et je finis le tour des pays parce qu'on nous pose beaucoup de questions là-dessus. On demande est-ce qu'il y a une intervention prévue d'Alima en Haïti? Alors, on sait qu'Alima avait travaillé en Haïti pour la grosse épidémie de choléra après le tremblement de terre, mais depuis un certain temps, Alima n'est pas présente en Haïti. Quelle est la situation? Non, malheureusement, on voit bien qu'il va y avoir des besoins très importants probablement en Haïti, mais on n'a pas la capacité à se déployer dans un nouveau pays d'intervention où on n'est pas déjà. Tous les pays dans lesquels nous sommes vont exiger une réponse Covid, soit pour protéger nos programmes, soit pour développer des capacités de traitement. Et c'est déjà extrêmement challenging ce qu'il faut rappeler un peu les contraintes exogènes. En plus, cette pandémie va très vite, mais en plus, tout est compliqué. Il y a plus de transports aériens commerciaux, donc pour le moment, on ne peut toujours pas envoyer d'expatriés. Les Alors, on a cadres beaucoup de expatriés questions là-dessus, Ouais, on va y venir après si ça ouais. va. Euh, Donc malheureusement, non, on ne peut pas aller en Haïti. on ne peut pas aller en Haïti, donc Ouais. on a bien compris ça. Et pour la Côte d'Ivoire, la même question.
On imagine que c'est la même réponse. C'est la même réponse. Merci beaucoup. Du coup, c'est une des questions clés, effectivement, qui est posée par pas mal de personnes, notamment sur la logistique. C'est quel est l'impact sur le fonctionnement d'Alima, en fait? Comment on fait pour maintenir les projets? Comment on fait pour faire de l'approvisionnement avec toutes ces fermetures de frontières? Peut-être encore une question pour Augustin. Après, on reviendra à des questions médicales pour Il y a, il y a vraiment deux problématiques différentes. Donc, sur le matériel, il y a d'une manière générale, pour nos projets, la capacité à envoyer du matériel dans ces pays-là est toujours possible. Les frontières ne sont pas fermées, les avions cargo volent, les choses prennent un peu de retard. Donc ça, normalement, il n'y a pas de mise en danger de la continuité de nos opérations. Sur le matériel, ensuite, il y a le matériel spécifique au Covid, notamment le matériel de protection, les masques, par exemple, sur lesquels il y a deux problématiques. Un, c'est qu'on a du mal à les exporter d'Europe, parce qu'il y a des restrictions à l'exportation, et c'est là qu'on a nos stocks avec notre partenaire principal qui est cette supply. Et puis deuxièmement, si on veut les acheter ailleurs, et notamment là où ils sont produits en Chine, il y a une grande tension sur l'approvisionnement parce que le monde entier en achète. Donc c'est compliqué d'arriver à en avoir à des prix à peu près normaux. Puis après, il faut pouvoir les transporter. Donc ça, on est en train d'avancer pour récupérer du matériel. On avance avec le système des Nations Unies qui met aussi en place tout un pipe de supply spécifique aux systèmes de protection pour le Covid. Toute la question, c'est que c'est une course contre le temps. Est-ce qu'on arrivera à sourcer, à avoir envoyé partout suffisamment vite avant que la grosse vague de cas n'arrive partout dans nos pays d'intervention? C'est à ça que travaillent vraiment jour et nuit, pour le coup, les équipes à Dakar depuis maintenant 6 semaines. Sur la question du personnel, alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a plus d'avions qui volent dans aucun de nos pays d'intervention pour l'aviation commerciale. Donc, on a été parmi les premiers à demander la mise en place d'un corridor humanitaire qui est évident, qui a été repris par le secrétaire général des Nations Unies et le patron de la riposte OCHA, Mark Lowcock, lors de leur appel il y a 2 semaines maintenant. C'est en train d'être mis en place. On discute avec le hub ouest africain. Il y aura probablement un hub avec des avions à Dakar qui desservira l'Afrique de l'Ouest. Il y a encore une discussion sur l'Afrique centrale. Pour vous donner une idée, nous, on a 97 personnes aujourd'hui qu'on voudrait faire bouger d'un pays à l'autre, des gens qui ont besoin de prendre un break, parce que ça fait des mois qu'ils sont sur un terrain extrêmement difficile, des gens qui sont en fin de mission, des gens qu'on doit envoyer pour les remplacer. C'est une centaine de personnes qu'on doit faire bouger d'un projet à l'autre, qui sont bloquées depuis un mois et demi. Donc, il faut rapidement que ça se débloque. On espère d'ici 1 semaine, 2 semaines, maximum 3 semaines, que UNAS, l'agence de transport aérien du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, sera en place et qu'il y aura bien une priorisation du personnel qu'on pourra envoyer pour traiter Covid. C'est ce qu'on est en train de discuter avec eux. D'accord. Et sur le personnel médical dont on a besoin, Richard, peut-être il y a des particularités. Qu'est-ce qu'on va rechercher comme profil pour recruter, pour répondre? On a vu qu'il y avait un appel sur le site d'Alima. Où Alima dit qu'il recrute une centaine de postes. Est-ce qu'il y a des postes spécifiques? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu C'est des profils qui s'alignent sur la stratégie opérationnelle qu'on s'est définie. Donc, on l'a dit déjà dans certaines des questions qui sont déjà passées. On charge les cas modérés, les cas moins critiques. Et donc, ces profils-là, c'est des médicaux, c'est des logisticiens, c'est des financiers, c'est tous les profils qu'on travaille avec sur des projets type épidémie, comme sur Ebola, comme sur le reste. Après, plus clinique, moins clinique, santé publique, donc c'est tous ces profils-là. Donc, c'est toute la gamme vraiment du personnel dont on a besoin. Augustin, Oui. sur ce besoin en RH aussi, peut-être tu as un complément d'info ou un appel à faire passer aux gens qui nous écoutent sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de questions de gens qui nous demandent quels sont les critères de recrutement. Moi, je suis médecin, je voudrais travailler chez Alima. Comment on fait pour faire ça de manière intelligente? Quels sont les Donc, on peut peut-être copier le lien de la page spéciale de recrutement dans le Zoom. Vous verrez, les prérequis ne sont pas particulièrement élevés en termes d'expérience humanitaire. Il faut connaître son métier et ensuite, vous allez apprendre des spécificités humanitaires sur le terrain. Il faut il y a plus 2-3 messages simples. Si aujourd'hui, on ne peut pas vous envoyer, on pourra demain. Donc, même si vous pouvez partir que plus tard, ça vaut le coup de postuler. Par exemple, tout le personnel médical en France, aujourd'hui, c'est évidemment compliqué de leur demander d'aller, s'il y en a qui peuvent, on peut organiser, il y a aussi des ponts aériens avec la France.
Ils seront disponibles bientôt. Mais en revanche, dans quelques semaines, on peut espérer que le cap sera passé en France et dans d'autres pays et que là, le personnel médical qui en aura l'envie et le courage pourra venir aider en Afrique. Donc, n'hésitez pas à postuler. Même si, donc regardez les prérequis sur la page pour chacun des postes, qui sont, encore une fois, pas besoin de spécificité humanitaire. Et si vous pouvez partir que dans 4 semaines ou 6 semaines, indiquez-le. Et pour nous, c'est très important de pouvoir prévoir des rotations dès maintenant. D'accord, très bien. C'est important parce qu'il y a beaucoup de questions effectivement là-dessus et ça va être un des gros besoins. Je continue sur le volet un peu support. Donc, on a parlé de la logistique, de l'approvisionnement et maintenant des ressources humaines. On voudrait aussi, on a pas mal de questions sur qui soutient Alima dans la réponse. Qui sont les bailleurs de fonds qui soutiennent actuellement Alima dans sa réponse en Afrique et quels sont les besoins aussi à ce niveau-là, Augustin, peut-être pour un point là-dessus. Donc, Alima est à 98% financé en règle générale par les bailleurs institutionnels. Donc là, c'est à nouveau le cas pour mettre en place ce qu'on a décrit là. Donc, ce sont les bailleurs de fonds qui nous soutiennent d'habitude, qui acceptent de regarder nos propositions de projet pour renforcer la sécurité du personnel et des patients dans les structures existantes et pour mettre en œuvre de nouvelles activités de traitement. Donc, pour le moment, il y a une bonne écoute de la part de ces bailleurs institutionnels. Il faut le dire quand c'est le cas, pour cette partie traitement notamment. Mais il nous manque quand même des moyens avec pour plus de flexibilité, parce que là, c'est des fonds qui sont toujours fléchés sur une dépense précise dans un pays précis. On a besoin de flexibilité, par exemple, pour pouvoir acheter des stocks un peu plus importants et les répartir ensuite en fonction des besoins d'un pays à l'autre, pour pouvoir lancer des campagnes de recrutement, pour pouvoir recruter des gens au siège, pour faire cet appui. Donc, en parallèle, on a lancé une campagne de fundraising auprès des personnes privées pour arriver à lever ces fonds qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de flexibilité, ce qui est indispensable dans une opération de lutte contre une épidémie. Et du coup, effectivement, on a parlé de ce besoin-là un peu. On peut en parler de cette campagne qui a été lancée par Alima, donc qui s'appelle Oxygen for Africa. Vous pouvez la consulter sur le site oxygenforafrica.org. Il y a les liens sur tous les réseaux sociaux, sur le Twitter d'Alima, sur le LinkedIn, le Facebook et évidemment sur le site. Je voulais poser la question à Dr Richard, c'est pourquoi est-ce que c'est si important l'oxygène finalement pour traiter un patient atteint de Covid-19 en quoi c'est vraiment l'élément clé? Oui, c'est l'élément clé. Vous savez, ce que je disais au début, les tropismes de ces virus-là, c'est en grande partie c'est pulmonaire. On sait que les pulmonaires, on sait que les poumons, c'est l'organe qui assure l'hématose, qui assure l'échange entre l'oxygène et les COD, l'oxygène pour être capté par le globule rouge et distribué au niveau des différents organes du corps humain. L'oxygène est important au niveau cellulaire au niveau des tissus, pour pouvoir faciliter la combustion de tout ce que nous consommons comme nutriments. Donc, sans oxygène, ce mécanisme-là n'est pas possible. Et donc, comme ce mécanisme-là n'est pas possible, la vie n'est pas du tout imaginable. Hein. On ne peut pas imaginer la vie sans oxygène. Donc, l'oxygène, c'est la vie. Hein. Donc, il faut de l'oxygène. Et comme je disais, ce virus-là, il vient avec ce tropisme au niveau pulmonaire. Il y a tout un mécanisme qui se met en place, des réactions inflammatoires. Les membranes alvéolo-capillaires, tout devient épais et que l'oxygène n'arrive pas à passer comme il se doit. Et finalement, les malades se trouvent dans cette situation où il faut apporter des supports, il faut plus de supports. Donc l'oxygène, c'est la vie. L'oxygène, oui, c'est la vie. Merci beaucoup. Et du coup, là, ce qui est demandé dans cette campagne Oxygen for Africa, Augustin, c'est très focalisé sur un besoin très précis, qui est l'achat de concentrateurs d'oxygène. Pourquoi ce besoin précis-là et pourquoi maintenant on a besoin d'un soutien très rapide? On en parlait tout à l'heure, on veut monter 1000 lits. Il faut que 2/3 de ces lits, à peu près, si on compare avec ce qu'on a vu ailleurs dans le monde, aient un accès à l'oxygène non invasif.
Dans la plupart des structures dans lesquelles on travaille, il n'y a pas d'oxygène dans les murs, comme dans les hôpitaux en Europe. Donc, il faut mettre en place des concentrateurs à oxygène qui permettent d'apporter le besoin en oxygène pour ces patients-là. Et il faut un concentrateur par personne. Donc, il faut qu'on en achète à peu près, enfin, c'est un nombre de ratios, 700. Ça coûte 1 000 € pièce. On a plusieurs fournisseurs parce qu'on a l'habitude d'utiliser ces machines-là. Et donc, c'est ça qu'on doit mettre en place très vite pour qu'ils arrivent avant que la vague de patients n'arrive, comme on l'a dit, dans quelques semaines à partir de début mai. Donc là, le besoin, c'est à quelle échéance? Il faut pouvoir passer les commandes cette semaine, c'est ça? On a commencé à en passer la semaine dernière. On est en train d'en repasser cette semaine. Et on va en passer comme ça toutes les semaines parce qu'on ne peut pas tout acheter d'un coup. D'accord, très bien. Une question justement d'un donateur donc, qui soutient déjà Alima et on le remercie. La question est la suivante. Pour aider Alima, vaut-il mieux faire un don tous les mois ou alors donner de temps en temps de grosses sommes en fonction des besoins? Question pour Augustin aussi. Il faut donner des grosses sommes tous les mois. Il faut donner ce que vous pouvez. C'est bien les dons réguliers, ça nous permet de planifier. C'est bien les gros dons dans une crise comme celle-là parce qu'on a vraiment des besoins énormes pour arriver à envoyer le matériel aux collègues sur le terrain de protection et de réponse. Donc, c'est vraiment en fonction de vos propres contraintes. Déjà, faire preuve de générosité, c'est beaucoup dans ces moments-là. Donc, régulier ou pas, en fonction de vos contraintes. Alors après, c'est vrai qu'en fonction des contraintes, nous, pour le don régulier en complément de la réponse d'Augustin, c'est vrai que ce qui nous permet de réagir au mieux. Parce qu'un don chaque mois, c'est prévisible. Donc, nous, on peut anticiper sur les ressources dont on va avoir besoin. Donc, notamment pour le fonds d'urgence, plus on a de donateurs réguliers, plus c'est efficient. Mais après, c'est vrai qu'on va parfois solliciter à nouveau les donateurs dans les périodes de crise pour nous aider, comme on le fait actuellement pour la campagne Oxygen for Africa. On a vraiment beaucoup de questions, donc je m'excuse pour les questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais on fera peut-être un prochain webinaire. Je vais en prendre quelques autres sur le volet perspective un petit peu. Donc, on a des questions sur le futur. Comment on pense que les ONG au global vont pouvoir continuer leur intervention face à cette pandémie mondiale? Faut-il qu'elles revoient leurs priorités d'intervention? On va commencer par toi, Augustin, et après Richard sur les perspectives. Moi, je pense que nous, on s'est posé la question, mais la quasi-totalité des interventions sont life-saving. On ne va pas fermer des cliniques et des hôpitaux avec des enfants malnutris aigus sévères pour faire du Covid-19. C'est des populations qui sont extrêmement démunies, qui vivent dans des crises humanitaires, dans des endroits particulièrement compliqués, sans accès à aucun service, avec des risques de mortalité extrêmement élevés, souvent plus élevés parfois que dans le Covid-19. Donc non, nous, on ne peut pas se permettre de rediriger. On est obligé de maintenir ce qu'on fait là. C'est encore plus dur à faire à cause des contraintes qu'on a évoquées et on doit faire plus. Donc là-dessus, on n'a pas trop le choix. La question, c'est comment on arrive à faire plus en étant à notre limite, quoi, sur le terrain, au siège, toutes les équipes à Lima qui sont vraiment très fortement mobilisées en ce moment, étaient déjà avant. On leur demande de faire plus, jusqu'où, pour pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'on fait c'est quand même de la médecine à la fin, et que si c'est mal fait, bah, ça met les gens en danger. Donc il faut augmenter nos capacités, mais être à la limite et de pas être dans la rupture non plus, parce que c'est au détriment des populations. Et justement, Richard, on a une question médicale un peu aussi d'un spectateur anonyme qui demande l'impact de la crise Covid sur les autres activités de santé, par exemple les campagnes de vaccination, les campagnes de sensibilisation et identification des cas de malnutrition. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Quel est l'impact indirect finalement? Oui, il faudra évaluer cet impact-là en le temps. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on a connu par expérience dans les épidémies, c'est que chaque fois qu'il y a eu une grosse épidémie, les systèmes de santé est tellement touchés que les autres services fonctionnent à peine ou ne fonctionnent quasiment pas. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je pense qu'il faut garder nos forces pour continuer à préserver des projets qui existent, des activités qui existent déjà, des hôpitaux qui fonctionnaient pour que qu'ils continuent à fonctionner normalement. Parce que l'impact des épidémies sur des services a toujours été néfaste.
Je profite de t'avoir, Richard, pour une autre question très médicale. Est-ce qu'il y a une conduite à tenir particulière devant une femme enceinte atteinte du Covid-19? Est-ce qu'on a déjà des... Ouais, alors, la conduite à donner, je pense que les directives aujourd'hui sur lesquelles tout le monde se met d'accord, c'est il faut assurer les soins euh, comme il se doit, les soins d'obstétrique tels que c'est défini aujourd'hui, il faut continuer à les garantir, à garantir ces soins-là pour une femme enceinte. Donc, il faut faire en sorte que les structures de soins gardent toutes leurs capacités, tous leurs moyens, des services pour pouvoir continuer à prendre les femmes enceintes telles que, en respectant les directives telles qu'elles sont définies en obstétrique. Donc la femme doit être suivie normalement, comme elle doit être suivie jusqu'à l'accouchement. Elle doit accoucher normalement. Et alors, qu'est-ce il doit être des spécifiques là-dessus? Ben, c'est des mesures d'hygiène générale, des barrières et des précautions qu'on doit prendre des précautions pour faire en sorte que on minimise les contaminations, donc assurer la sécurité pour cette femme enceinte et son produit, son bébé à naître et protéger aussi les staffs soignants. Donc aujourd'hui, il n'y a pas des directives assez spécifiques qui vont au-delà de tous les protocoles existants d'obstétrique. En même temps euh, toutes, toutes les observations des données spécifiquement chez les femmes enceintes doivent être mises en place et de manière à ce que qu'on puisse après définir le comportement d'une femme enceinte souffrant de Covid. D'accord. Il y a une question, du coup, on sait, donc, si le protocole normal, c'est qu'il va y avoir une augmentation de la protection dans tous les équipements des protections individuelles. On a pas mal de questions là-dessus sur le Zoom et sur Facebook également. Augustin, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont en place? Parce qu'on sait qu'il y a des tensions sur l'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est sur place? Est-ce qu'il y a des On a productions? besoin vous savez tous, il y a deux types de masques, les masques chirurgicaux et les masques FFP2. Pour faire simple, le masque chirurgical, c'est un masque qui vous permet de protéger les autres, pour pas que vous envoyez des gouttelettes qui ensuite vont contaminer des gens. Donc ça, on en a besoin notamment dans toutes les parties où on a plusieurs patients dans les triages, pour pouvoir en donner à tout le monde. Puis il y a les masques FFP2, plutôt pour le personnel, pour que eux ne soient pas contaminés par d'éventuelles gouttelettes extérieures. Les masques FFP2, c'est des technologies un peu compliquées. Donc ça, il faut les commander chez des industriels qui nous donnent des garanties importantes. Les masques chirurgicaux, de plus en plus, s'il n'y en a pas de disponibles, on regarde des alternatives pour les remplacer. Notamment, par exemple, je crois qu'il y avait en les produisant localement avec des couturiers, il y a des règles. Et donc, pour les masques et le reste du matériel de protection, on a une équipe qui travaille là-dessus en ce moment sur définir et récupérer les guidelines existantes, sur quel tissu il faut utiliser qui soit le plus performant, quel élastique. Hein. Pareil pour les casaques chirurgicales qu'il faut mettre, les bonnets. Et ensuite, ça permettrait dans chacun des pays d'avoir un guide pour mettre en place des usines de fabrication de matériel de protection pour le personnel et pour les patients. D'accord, c'est effectivement une des questions qu'on nous posait aussi. Est-ce qu'on pouvait me demander à des patients, patients guéris Ebola de nous aider là-dessus? Au Nord Kivu, il y a beaucoup de questions là-dessus. Euh, Très bien. J'essaie de voir sur les autres questions rapidement. Il y a une question, Richard, sur la problématique des enfants en situation de rue face au manque de soins, mais aussi une autre question qui était un peu plus sur la problématique des enfants malnutris aigus. Est-ce qu'on a une hypothèse, alors est-ce que c'est trop compliqué, de savoir si les enfants malnutris aigus, donc on a beaucoup de patients malnutris aigus chez Alima, plus de 100 000 malnutris aigus sévères pris en charge chaque année. Est-ce qu'on pense qu'ils sont à un risque Covid-19 ou c'est trop tôt? Ouais, ouais. Je pense que les enfants malnutris sont aussi à risque, hein. Ils sont très vulnérables. On le sait déjà. C'est des patients qui se
défendent mal ou qui se défendent pratiquement pas face à toute autre agression, hein, que ce soit agression bactérienne, que ce soit et ici virale. Donc, ils sont très vulnérables parce que leur système immunitaire est en difficulté et ils sont effectivement. Je pense que ça sera aussi un groupe des patients qu'il faudra très bien protéger. Et si par malheur que les patients malnutris attrapent Covid, il sera vraiment intéressant aussi de suivre. Vous savez, tout sur Covid, Covid tout est nouveau, donc il faut donner les moyens d'observer, d'étudier, effectivement, mais de façon, sur le principe, les malnutris sont très, très à risque, effectivement. Une question du coup pour la transition pour Augustin. On sait qu'Alima a pour vocation de souvent se poser des questions sur les protocoles et de mettre en place des projets de recherche dans les urgences. Quelles sont les perspectives, les projets auxquels Alima réfléchit actuellement pour le Covid-19 ? Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est sur la façon de faire de la recherche. Notamment, il y a eu des polémiques récentes que certains d'entre vous ont peut-être vues. Alima a toujours fait de la recherche selon le double principe de respecter les standards éthiques les plus élevés et de faire la recherche par les praticiens des pays dans lesquels les recherches se font avec une appropriation par les populations et les praticiens. Et donc, ça va être extrêmement important pour ceux qui font de la recherche dans cette épidémie de le faire vraiment selon ces principes-là pour qu'il y ait une acceptabilité de la part des populations. Et ensuite, ce sur quoi on travaille, il y a plein de recherches, mais celle qui nous semble le plus adaptée et le plus urgente compte tenu des spécificités africaines, c'est d'une part un protocole de chimioprophylaxie pour tester l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans la prévention pour les personnels de première ligne. Donc, tous les personnels soignants qui travaillent dans des structures Covid ou qui travaillent dans des structures hospitalières, qui puissent prendre de façon préventive une chimioprophylaxie, ce qui leur permettrait de ne pas faire l'hypothèse de ne pas faire un épisode sévère de Covid-19. Qu'est-ce que c'est une chimioprophylaxie, si on peut expliquer en deux mots ? Oui, ça s'appelle une chimioprophylaxie. Donc, il prendrait à une certaine échéance ce médicament-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme le font les voyageurs sur le paludisme, par exemple. Ils prennent une fois par jour de la chloroquine pour certains ou d'autres molécules, ou une fois par semaine. Et ça leur permet de ne pas faire la maladie, ou en tout cas, quand ils la font, de ne pas faire une forme sévère de la maladie. Donc, si on donne ce médicament de façon préventive au personnel soignant, au personnel de première ligne en général, ça les protégerait. Et c'est extrêmement important de protéger, évidemment, nos collègues qui sont sur le terrain à prendre d'immenses risques, d'autant plus que la prise en charge serait probablement insuffisante s'ils tombaient malades. Et la deuxième piste qu'on travaille, c'est d'essayer des médicaments très tôt dans la maladie. Aujourd'hui, les grands essais internationaux, notamment Solidarity et Discovery en Europe, sont des essais pour des patients qui sont déjà très malades, qui arrivent à l'hôpital dans un état dégradé. Et ceux-là, on va avoir du mal à les prendre en charge en Afrique. Donc, on pense que le dispositif plus adapté serait de tester des médicaments plus tôt, dès qu'on fait des symptômes et qu'on est confirmé, et de regarder si ça permettrait de bloquer l'évolution du virus et donc que les gens ne tombent pas très malades et ne tombent pas dans un état qui nécessiterait une hospitalisation. Donc, on veut éviter les hospitalisations et c'est ça qu'on est en train d'essayer de monter avec nos partenaires en Afrique. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup pour la réponse sur la recherche. Richard a dit qu'on était évidemment au tout début, donc il y a énormément de questions qui se posent. Peut-être pour ouvrir un petit peu le sujet, il y a une question de David Asta qui demande quel est le scénario prévu ou imaginé par Alima à ce stade ? Y a-t-il des conditions pour espérer que les scénarios vus en Europe ne se répètent pas en Afrique ? Peut-être, Augustin, tu peux commencer sur cette réponse. Non, mais Richard l'a dit et redit, on ne connaît pas cette maladie, donc c'est très difficile de se prononcer. Moi, mon avis et la façon dont on se prépare, c'est qu'on ne voit pas de raison qu'on n'ait pas le même scénario en termes de courbe épidémique en Afrique qu'en Europe. On a l'obligation de se préparer à un tel scénario. S'il n'arrive pas, tant mieux, mais on n'a pas d'argument pour penser que ce ne sera pas le cas, donc on s'y prépare. Et on est plutôt très inquiet parce que la courbe épidémique qu'on a vue en Europe, elle a pu être stoppée grâce à des mesures de distanciation sociale assez fortes. Que se passera-t-il sans ça ? Que se passera-t-il pour les dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes qui, en tout état de cause, auront besoin d'une hospitalisation
notamment les plus vulnérables dans les zones rurales, dans les zones en conflit, où il est extrêmement difficile d'apporter des services médicaux, où nous sommes. On est plutôt sur un scénario très inquiet en ce qui nous concerne que sur un scénario optimiste. Alors, il y a évidemment du personnel de santé motivé sur le terrain, des autorités qui essayent de mettre en place des politiques de prévention. Toute notre inquiétude, c'est que cette épidémie aille plus vite que les capacités globales à mettre en place ces politiques et l'élan de solidarité qui est nécessaire pour y arriver, quoi. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être Richard, tu as un complément d'information. Toi qui as déjà vécu et répondu comme Augustin à beaucoup de différentes crises, hein, de différentes épidémies. On parlait du choléra en Haïti dans le passé. Tu étais sur place. Tu as déjà pris en charge des patients Ebola récemment en RDC. Le mois dernier, je crois, tu étais au Burkina Faso en zone de conflit. Comment tu vois l'arrivée de cette épidémie du coronavirus actuellement? Quel scénario tu envisages? Euh, ouais, c'est pratiquement les mêmes scénarios. Tu sais, il y a eu beaucoup de spéculations par rapport au fait que les virus n'arriveraient pas en Afrique. Aujourd'hui, c'est euh, c'est fait, on y est dedans. Euh, c'est, c'est, pour ne pas revenir sur, je sais que Augustin a déjà dit, c'est les mêmes craintes. On est sur une pathologie on découvre chaque jour, on continue à apprendre chaque jour. C'est un virus qui nous renvoie tous à l'école. Quel scénario on attendrait en Afrique? C'est, je le compare à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en Occident. Vous savez, les, 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 les Chinois, quand c'était en Chine, bon, on pensait que on n'aura pas la même intensité d'atteinte en Europe et aux États-Unis aujourd'hui. Mais euh, malheureusement, on est en train de voir que c'est même plus aujourd'hui aux Ouais, tout à États-Unis. fait. Donc, je crains que ce soit aussi pareil en Afrique. Il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a aucune connaissance qui peut nous permettre de dire aujourd'hui que ça ne laissera pas avec la même intensité, peut-être même plus en Afrique. On n'en sait rien. Très bien. Alors, un mot de conclusion peut-être, Augustin, sur quand même, qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui nous demandent, qui nous regardent sur le Facebook Live et qui nous regardent sur le Zoom, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à son niveau individuel. C'est quoi le call to action? Je pense qu'il y en a plusieurs. Un, il faut soi-même respecter les mesures barrières pour pas contribuer à répandre l'épidémie, donc avoir un comportement le plus sérieux possible en fonction des contraintes individuelles et familiales qui sont les vôtres, mais tenir les mesures de distanciation sociale. Si des gens, particulièrement à l'égard dans votre foyer de personnes qui présentent des fragilités liées à l'âge ou à des comorbidités, deuxièmement, participer de l'effort de solidarité autant que chacun le peut, soit financièrement, soit en postulant et en rejoignant les équipes qui en ont besoin. On a 100 personnes à recruter quand même au niveau cadre et probablement 2000 personnes à recruter sur le terrain. Donc, c'est des gros projets à monter. On a besoin de toutes les forces qui veulent bien nous rejoindre. Et donc, même si c'est pas demain, si c'est après-demain, signalez-le. Le pic va arriver à partir de début mai. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas comment ça va se passer. Donc, il faut se préparer à ça et on a besoin de tout le monde. Donc, si vous pouvez soutenir financièrement, ça aide à acheter du matériel de protection et à mettre en place les opérations. Si vous pouvez participer de la lutte en allant sur le terrain et en appuyant, n'hésitez pas à postuler et à passer le mot auprès de vos collègues, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain. Alors, je vais dépasser un tout petit peu le temps, mais en une minute très rapidement, Augustin, il y a une demande très concrète justement par rapport à cet appel au staff international. Comment on ferait pour rassurer la population et les autorités? Ce ne sont pas le personnel international qui amène le virus. Comment on fait? Il y a des mesures dans les pays dans lesquels on envoie du personnel de mise en quatorzaine
avec des tests qui seront effectués à la sortie pour démontrer qu'ils ne sont pas porteurs du virus et donc ils ne le répandent pas. Donc, il y a des procédures qui encadrent ça et qui permettront bien d'envoyer les personnes sur le terrain sans que ça participe de l'expansion de l'épidémie. Bien. Merci beaucoup. Je vais remercier donc Dr Richard Cogent, le président d'Alima, et Augustin Augier, le directeur général d'Alima, d'avoir participé à ce webinaire. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé en ligne. On a eu beaucoup de questions avant et pendant ce webinaire. On vous rappelle donc que vous pouvez voir les informations pour postuler sur le site d'Alima et aussi participer à la campagne de mobilisation pour acheter des concentrateurs d'oxygène, oxygenforafrica.org. Vous pouvez partager sur nos différents réseaux sociaux, sur le Twitter Alima ONG, le Facebook Alima ONG. Aidez-nous à partager ce message, aidez-nous à répondre au mieux. Et merci à tous pour votre soutien et on espère vous revoir bientôt. Merci. Et on a aussi un sondage qui vous sera envoyé, donc merci d'y répondre si jamais pour nous aider à améliorer la qualité de ce webinaire. Richard, Augustin, merci beaucoup. Merci à tous Merci à tous. et bonjour à tous les collègues que j'ai reconnus mais qui on n'a pas pu discuter. Ça faisait plaisir de vous voir et à tous les autres aussi. À bientôt. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.